Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live. Alors, c'est un vendredi de la recherche qu'on fait un samedi. Donc, c'est déjà un vendredi de la recherche exceptionnel, incroyable, mais encore plus exceptionnel puisque on reçoit aujourd'hui Thomas Durand, qui est un spécialiste de plein de choses qui va nous expliquer, qui est Pas grand-chose en fait. Je suis un généraliste. un généraliste alors. Il va nous expliquer ça et qui anime la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Et il va nous expliquer un petit peu tout ce qui tourne autour de cette chaîne et l'intérêt de cette chaîne. Voilà. Donc on organise ce vendredi de la recherche dans le cadre d'un format avec le réseau des bibliothèques de Nîmes. Donc c'est la bibliothèque Carré d'Art qui organise une carte blanche à Thomas Durand, et c'est grâce à ce partenariat qu'on a pu organiser ce vendredi de la recherche et en introduction de ce qui va se passer cet après-midi à Carré d'Art, un petit peu découvrir le travail de Thomas Durand. Voilà. Alors Thomas, merci de participer déjà à ce live. Merci. Et puis aux conférences et à la table ronde qui auront lieu tout à l'heure, à laquelle des enseignants-chercheurs et une enseignante-chercheuse de l'université participent. Donc ça devrait être assez intéressant. On en parlera tout à l'heure à la fin, je vous redonnerai les horaires et le lieu. Donc, en ce qui concerne ton travail, ton travail, c'est d'animer cette chaîne YouTube, de la créer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit exactement? Quel est le but de cette chaîne et ce qu'elle fait? Quelle est son activité? Donc la Tronche en Biais, ça fait 10 ans maintenant que ça existe. Et l'idée au départ, c'était avec mon collègue et co-créateur Vlad Tapas de faire des vidéos un peu amusantes où on expliquerait c'est quoi les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, ça sera le sujet de la conférence que je vais faire tout à l'heure, les biais et les conflits. C'est des raccourcis mentaux, donc sans avoir à y penser, on arrive à des conclusions et la plupart du temps, ça marche. Mais quand ça marche pas, on se trompe et c'est indolore. Donc il faut qu'on s'en rende compte. Et de manière générale, la zététique, c'est un vieux mot qui a été remis au goût du jour par Henri Brock, un professeur de Nice. Et pour lui, c'est l'art du doute. C'est la capacité qu'on a à se demander, mais pourquoi est-ce que je pense ce que je pense? Comment est-ce que je sais ce que je sais? Est-ce que je suis sûr de moi? Et on est tous beaucoup trop sûrs des choses qu'on croit savoir. Donc j'ai dit, voilà, c'est remettre un peu de doute, un peu de suspension du jugement. Et c'est beaucoup de philo finalement. En fait. C'est une discipline. En fait, c'est une discipline de recherche parce que ce monsieur, tout... il y a un laboratoire de recherche, oui, je crois. Oui, non, mais c'est d'enseignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche de zététique, ça n'existe pas, il n'y a pas de diplôme non plus. Mais il y a un module qui a été créé à Nice. Nice l'a fermé. Bonjour à l'université de Nice. Il y a un problème chez vous. Vous aviez un truc super important et vous en êtes débarrassé, c'est pas bien. Mais il y a plein d'enseignants qui le font spontanément. L'esprit critique, ça fait partie du cahier des charges du prof. Il est censé le simuler chez son. À l'université de Nîmes, en première année de psychologie, il y a un cours de zététique. Parfait. Donc, après, la question, c'est est-ce qu'il faut ou pas un module spécifique à la pensée critique, parce qu'on peut le faire de manière transversale. Il n'y a pas de réponse, parce que la recherche commence sur le sujet. Il est probable que d'avoir un cours spécifique où on explicite ce qu'on est en train de faire, pourquoi on doute, et mettre des mots sur les biais, etc., ce soit utile pour que les gens puissent identifier les situations dans lesquelles c'est important. C'est une sorte de méthodologie, en fait. Voilà. Qui s'applique à toutes les... Dans la vie de tous les jours, si on appliquait un petit peu de ce qu'on fait en science, à savoir, on pose des hypothèses et on vérifie avant d'être sûr, et on doute et on questionne et on s'interroge, et on accepte que l'hypothèse valide, elle peut en fait être un petit peu fausse et être corrigée plus tard, c'est ce qu'on fait en science. Si on l'injectait un peu plus dans la vie quotidienne, on s'engueulerait moins. D'accord. Mais cette méthodologie, cette méthode, elle existait déjà sous l'Antiquité, non? On n'a rien inventé. Ouais. Mon collègue Socrate pourrait venir ici et dire la même chose, sauf que depuis Socrate, il y a plein de gens qui ont travaillé en psychosocial, en sociologie, en plein de disciplines, où on a identifié des situations dans lesquelles les risques de biais sont plus forts. Donc, comme on sait quelles sont les situations dans lesquelles les risques de biais sont... Alors, on ne va pas débaiser les gens, même s'il y a des travaux là-dessus qui sont en cours, il y a peu de chance. En revanche, on peut aider les gens à freiner un peu. Donc, moi, j'aime bien avoir cette image. Être intelligent, c'est avoir un gros moteur. Être rationnel, c'est avoir un bon frein. Dans une route de montagne, rouler vite, c'est pas un avantage tout le temps en fait. Savoir freiner au bon moment, se dire avant d'être sûr, je vérifie. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle l'inhibition. Être capable de dire avant d'être sûr, je me retiens, je freine. C'est pas nouveau. L'époquer, c'est très vieux. Maintenant, on sait, grâce à l'accumulation des sciences depuis de bons siècles, enfin, au moins 60 ans en psycho, qu'il y a plein de situations dans lesquelles, spontanément, on va se tromper.
et on peut prévoir comment. Et le risque, c'est que quand on se trompe et que c'est prévisible, on peut être manipulé. Donc, la zététique, c'est l'anti-marketing. Et donc, est-ce qu'on en a besoin plus aujourd'hui que sous l'Antiquité ou Sans doute oui, parce que à cause des réseaux sociaux, tout va plus vite. Donc, on est plus rapide pour avoir... On est incité à accélérer. Voilà, il y a un siècle, les gens n'avaient pas d'avis sur plein de sujets qu'ils ne croisaient jamais. Aujourd'hui, vous allumez votre téléphone, vous avez accès à tout. Donc, tous les sujets de société vous arrivent dessus, tous les débats vous arrivent dessus, et il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils n'ont pas un avis, ils vont passer pour un crétin. C'est l'inverse. Quand je ne sais pas, dire je ne sais pas, c'est démontrer que quand on dit on sait, on sait. Ouais, c'est apprendre à ne pas savoir et à chercher à savoir. Et à l'admettre. Et il y a plein de sujets. Si vous n'avez pas d'avis sur le commerce extérieur de la France, eh ben, n'ayez pas d'avis, c'est pas grave. Mais si vous avez des lumières sur l'enseignement ou sur l'agriculture, ou là, exprimez-vous. Ça sera utile au débat commun, public. Si lorsque vous savez et que vous avez des infos et des sources, vous en parlez, et que lorsque vous n'en avez pas, vous écoutez. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui n'ont pas d'avis et qui parlent qu'avant? Tout le monde parle. C'était déjà comme ça? Avant, les gens parlaient un petit peu au coin du feu ou au bar ou dans l'agora. Maintenant, n'importe quel crétin avec une connexion peut parler aussi fort qu'un prix Nobel. Et les prix Nobel ne sont pas forcément des gens intelligents. Enfin, c'est des gens qui sont brillants dans leur domaine et qui parlent. Ça s'appelle la Nobelite. C'est une maladie qu'ont les prix Nobel on les écoute trop. Et comme on les écoute trop et qu'ils sont habitués à avoir raison, ils parlent trop et ils débordent et ils disent du bullshit. Ils parlent de sujets qui ne les concernent pas, sur lesquels ils ne sont pas experts. Voilà. Mais le René du PMU du coin, dont on se moquait parce qu'il croyait aux extraterrestres, maintenant il a un blog, il a un vlog, il fait des vidéos, il invite des gens et il passe pour un expert. Alors que c'est un nul. En fait. Il y a plein de gens très très nuls. Peut-être que je suis un nul en bonne chose, mais du coup j'évite de parler des sujets où je suis nul normalement. Il y a beaucoup de gens qui ne s'inhibent pas suffisamment. Ils ont l'impression qu'ils ont bien le droit de parler, et c'est vrai. Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous fait pas croire aussi qu'on peut parler de beaucoup de choses parce qu'on nous fait croire qu'on sait beaucoup de choses, parce qu'on est noyé sous les informations. Donc plus de personnes peuvent avoir l'impression qu'elles savent, en fait. Sans doute. Parce que l'information est massive. Il faudrait qu'on donne le bon exemple en éteignant tout de suite les chaînes d'infos en continu. Une chaîne d'information en continu, elle va vous informer en continu essentiellement de la merde. Parce que les infos, c'est rare en fait. Les infos sourcées, il faut prendre un peu de temps. Il faut attendre 2 jours, 3 jours pour vérifier, pour recouper, et on vous donne une info. Quand c'est en continu, 90% de ce que vous entendez, soit c'est répété, donc ça ne sert à rien. Oui, c'est pour remplir. Soit on invite un pseudo-expert qui a un truc à dire. Quand on invite quelqu'un, expert en tourisme, pour commenter, est-ce qu'on peut faire de Gaza la nouvelle Côte d'Azur en Israël? C'est pas de l'information. C'est de la télé-poubelle. On remplit pour un sujet. Alors, le tourisme, c'est important, hein, mais par exemple, pour le tourisme, pas quand il y a une guerre et des génocides potentiels. Donc, les chaînes d'infos sont en train de tuer l'info, et ça fait 10 ans que ça dure, hein, et on le sait. Et la plupart des gens qui s'habituent à ça, on fait pas croire que c'est ça l'info. Non, le journaliste, ça demande du temps, et savoir, ça coûte. Si vous voulez savoir sans faire aucun effort, vous allez vous tromper. Alors, ça fait la transition pour revenir à ta chaîne, votre chaîne, pardon. Donc, les sujets, le type de sujet alors sur lesquels il y a des informations qu'il faut débunker, c'est quoi en fait? Tous les sujets méritent un peu de vigilance. Les vrais journalistes d'investigation le savent très bien. Hein. Ils se critiquent les uns les autres. Moi, à la base, je suis biologiste. Donc, j'ai une entrée de biologiste évolutionnaire sur ce qui passe dans le cerveau. Et donc, il ne faut pas m'écouter sur tout. Donc, ce que je fais, c'est que tous les mois, j'ai des invités, des experts, des expertes que j'interroge pendant 2 heures. Et les sujets sont variés. Les prochains sujets qu'on va traiter, il y aura les nanotechnologies, il y aura l'ADN poubelle, est-ce que c'est une image réelle ou pas, et il y aura les scènes de crime et la science sur les scènes de crime, dans des sujets très variés. Et l'idée, c'est de passer ces sujets-là sous le prisme de la zététique, en fait. L'idée, c'est d'avoir un expert et de s'interroger, est-ce qu'il y a dans ce domaine-là des idées reçues ou des discours para ou pseudo-scientifiques qui circulent, et comment on fait pour leur répondre, et comment on fait pour distinguer. Quand on n'est pas expert, et que quelqu'un nous parle, et qu'il est pseudo-expert, comment on le reconnaît? Assez compliqué. Et parfois, on écoute des gens pendant 10-20 ans, et puis on se rend compte, en fait, il ne fallait pas l'écouter. Stéphane Bourgoin, criminologie. C'est Stéphane Bourgoin. Pendant 30 ans à la télé, grand expert des tueurs en série. Mythomane, complet. Et c'était pas dur à voir. Mais personne n'a cherché.
Il suffisait de chercher pour. J'essaie de vérifier un peu. Il y avait beaucoup de warnings qui s'allumaient. Mais quand on a un bon client qui parle bien, qui fait des bouquins, machin, et qui est installé, on se dit, les collègues, ça fait 10 ans qu'ils l'invitent. Si c'était faux, ça se saurait. Et donc c'est un proxy qui n'est pas idiot. On a raison de dire que les autres auraient dû vérifier. Sauf que s'ils ne font pas avec nous non plus, de proche en proche, on finit par avoir un mec qui est installé, ou une femme, hein. Mais c'est plus souvent le mec qui est installé et qui n'a rien à faire là. Et donc ça, c'est le rôle de la chaîne. Oui, enfin, comment vous en êtes venu à créer cette chaîne et à avoir cet objectif-là, à vous rendre compte qu'il fallait travailler comme ça, de cette façon-là? Au départ, on est en 2013-2014. Il y a mon collègue Vlad Tapas qui, lui, fait une chaîne il parle de musique. Il est musicologue. Et c'était la vague un peu des premiers vidéastes de Vulga, voilà, qui parlaient de différentes choses. C'est le Café des Sciences qui est créé. Et il revient d'une réunion, enfin d'une rencontre comme ça à Paris. Donc il rentre à Nancy et il me dit, on fait une chaîne zététique. Parce que j'en ai parlé aux collègues et tout, que c'est trop génial comme sujet, il faut en parler. Et parce que ça n'existait pas, enfin il y avait une chaîne qui existait mais qui n'avait rien fait, c'était Hygiène Mentale à l'époque. Oui. Et donc l'idée c'était que soit présente sur YouTube un programme qui propose de vulgariser des concepts utiles pour éviter de croire n'importe quoi. On se rend compte que le public est présent, que les retours critiques sont positifs, et puis au bout d'un an, on crée le format Tranche en live, où on invite des experts, et il se trouve que prendre 2 heures avec un ou une experte pour creuser un peu le sujet, voir quelles sont les polémiques, les controverses sur le sujet, voir quelles sont les idées reçues et comment on y répond, c'est un format qui est très peu présent, qui n'existe pas. À la radio, quand on a 1 heure avec un invité, avec 4 coupures pub, on est content. À la télé, quand on a 4 minutes ininterrompues, c'est le paradis. Chez nous, on a 2 heures. Et donc tout de suite, quand la chaîne a été créée, il a commencé à y avoir beaucoup d'abonnés, ou c'est venu petit à petit? C'est quoi beaucoup? On sort la bande-annonce, on a 650 abonnés. Pour nous, c'était énorme. 650 abonnés de 0 à 650 en une journée. Ça veut dire qu'il y avait un besoin Alors, le besoin, il est là, c'est sûr, mais je pense qu'il y a un besoin qui est plus grand que la demande. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils ont besoin de zététique. Ouais. Bon, là, je vous parle, je vends un peu ma chapelle, mais je pense que vraiment c'est important et que les gens ne se rendent pas compte à quel point. Et parce qu'il y a plein de barrières. Il y a plein de gens qui pensent que les sciences, c'est pas pour eux. Qui pensent que c'est lointain, que c'est trop compliqué pour eux, qu'ils ne peuvent pas avoir un avis. Alors qu'en fait, comprendre c'est quoi un double aveugle, pour éviter de croire Didier Raoult qu'on ne faut pas le croire, parce que des fois il faut croire, des fois il ne faut pas le croire, n'importe qui peut comprendre. En fait, si on prend le temps d'expliquer, il faut répéter un peu parce que c'est pas évident, mais en fait, c'est pas compliqué. Alors, une démonstration. Le double aveugle, c'est dire si j'ai mal au crâne et que je dis grâce à cette eau minérale, je peux aller mieux. Et que je vais pas bien, je prends un verre d'eau et qu'au bout d'1 heure, je vais mieux. Est-ce que c'est la preuve que l'eau guérit? Non, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Le fait que la migraine, ça s'arrête tout seul. Le fait de prendre ces bouteilles devant une caméra, je peux être impressionné et me dire voilà, et donc modifier mon attente personnelle, donc tout ce qui est effet placebo. Et ça, c'est connu. Donc, si jamais je veux vérifier ça, il faut faire ça 30 fois, avec 30 personnes qui prennent l'eau et 30 personnes qui prennent autre chose. La démarche scientifique. Et on compare. Après, on fait des dates, mais même sans comprendre les maths, on comprend l'idée que pour identifier, pour isoler le facteur qui est lié à cette eau-là, il faut éliminer tout le reste autour. Et ça, les sciences le font depuis 2 siècles. Donc, ça fait 2 siècles. L'homéopathie, ça fait 2 siècles qu'on peut la tester, et qu'on l'a fait, et qu'on a la preuve que ça marche pas. Vérifier. Et donc ça, ce concept-là, un gamin de 10 ans peut le comprendre. Pourquoi est-ce que plein de gens, adultes, ne le comprennent pas? Parce qu'ils pensent que c'est compliqué, donc ils se disent « Ah là, je ne vais même pas aller vérifier parce que c'est pas pour moi ». Donc l'idée, c'est d'essayer que les gens s'emparent de tout ça, que la méthodologie, il y a des aspects techniques compliqués, les maths, mais les principes de base sur la prudence épistémique, en fait, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, il faut que les gens s'en emparent pour vérifier est-ce que la personne qui me parle me donne dans son langage les gages qu'il a pris toutes les mesures de la prudence de base, qu'il a appliqué une méthode et que sa parole, c'est pas juste son avis, mais qu'elle émane d'un corpus qui a été testé, éprouvé, validé. Quand on n'est pas du tout au courant de tout ça, quelqu'un vient avec une blouse blanche à la télé, il parle, on dit s'il parle et qu'on entend un micro, eh bien il a raison. La raison peut-être que c'est le beau-frère du journaliste et qu'il avait besoin de quelqu'un pour remplir 1 heure d'antenne et il est là. Et que ce qu'il dit, en fait, c'est juste son avis. Comment on distingue les deux? Ça soulève le problème de l'accès
du public aux sciences et au savoir, qui fait partie de notre travail, nous aussi. Bravo de faire ça. Mais il y a, je parle de ça parce qu'il y a un palier à passer, c'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes sur les sciences ou qui empêchent le public d'y avoir accès. Et le problème, c'est que quand on regarde, il faut dépasser ces stéréotypes-là sur le savoir, sur la connaissance, pour arriver à convaincre les personnes qu'elles peuvent s'informer d'elles-mêmes et se faire leur propre idée. Quand on regarde qui suit notre chaîne, c'est essentiellement des hommes plus que des femmes, des gens qui sont post-bac plutôt que les gens qui n'ont pas de diplôme. Alors, il y a plein d'exceptions, mais globalement, c'est ça. Et c'est pas une fatalité. Il faut qu'on trouve des moyens de faire. Il y a d'autres vidéastes qui parlent de science, qui ont un public plus important que l'autre et qui font tout très très bien. Mais typiquement, il y a un problème de gens qui pensent que ce discours-là n'est pas pour eux. Et la faute, on revient à moi. Peut-être que je ne parle pas comme il faut, peut-être que mon vocabulaire n'est pas adapté. Peut-être que les sujets que je prends ne sont pas ceux qui intéressent. Peut-être que l'angle que je prends n'est pas le bon. Peut-être que le côté critique peut crisper des gens, parce que je passe pour le méchant. De ça, il faut qu'on travaille. Mais la réponse, c'est d'avoir une offre plurielle, avec plein de gens différents, avec des profils différents, qui adressent tout ça et qui tendent la main au public pour qu'ils s'emparent de la culture des sciences. Oui, la réponse, ça peut être aussi la facilité. C'est-à-dire que les sciences, c'est complexe. Il faut quand même le dire. La complexité, il faut accepter la complexité pour pouvoir faire des sciences. Donc, Mais on ne demande pas aux gens de faire de la science. On demande aux gens, c'est pas compliqué de voir si un mur est droit ou pas. Je ne suis pas maçon. Je ne sais pas faire un mur. Mais si un pseudo-maçon fait un mur de guingois et qui se pète la gueule, je vais me rendre compte et je pourrais dire, lui, il bosse mal, lui, il bosse bien. On n'a pas besoin d'être un bon médecin pour voir si quelqu'un tue ses patients ou pas. On n'a pas besoin d'être un grand physicien pour voir si un physicien est écouté par les autres physiciens. Si le public dans des revues. Donc on peut avoir des marqueurs comment dirais-je, pas d'élite, d'expertise que n'importe qui peut apprendre à reconnaître. Je ne suis pas expert, mais je sais reconnaître dans tel domaine si quelqu'un est plutôt du côté des experts ou plutôt des charlatans. Et cette culture-là, elle n'est pas si compliquée que ça à acquérir, en fait. Oui, c'est ce questionnement-là qu'il faut s'arrêter pour se poser la question. En fait. C'est ça. Un peu de temps, mais c'est pas compliqué. Alors, on a une petite question dans le chat, c'est la régie qui parle, une question de Rose qui nous demande « Bonjour, merci pour votre intervention. Petite question, comment choisissez-vous les thématiques pour vos vidéos et comment les écrivez-vous » Alors, le choix, c'est essentiellement à la colère, à la rage pure, quand un sujet est énervant. Ça, c'est pour les debunks. Non, sinon, c'est par rapport à... c'est la curiosité personnelle, c'est moi qui dirige la chaîne, c'est moi qui va... Donc, on m'écrit, on propose des choses, les copains me disent « Tiens, t'as vu ça ?» Je m'interroge. Et après, c'est pour les sujets où on reçoit des experts et des expertes, c'est les réseaux. Est-ce que j'ai accès à telle personne? Est-ce que quand je lui écris, il me répond? Quand on ne me répond pas, il n'y a pas d'émission. Je voulais faire un sujet sur le fascisme. C'est quoi le fascisme? C'est quoi les critères pour le définir? C'est quoi les bords? Fascisme, nazisme, autoritarisme, c'est différent. Est-ce qu'aujourd'hui, Trump est fasciste ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas historien. Est-ce qu'on a des critères pour le faire? Et j'ai écrit un expert qui m'a dit oui, il répond plus. C'est pas sa faute. Donc si un expert du fascisme ou une experte veut venir en parler, avec plaisir. Et si les gens proposent des sujets, ça m'intéresse. Alors, est-ce que le fascisme, c'est une question scientifique? Oui, puisque l'histoire, c'est une science, et que le fascisme, c'est un moment de l'histoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le mot a encore du sens ou pas? Je ne sais pas. Et c'est ce que je me demande. C'est ce que je voudrais savoir avec un ou une experte. Alors, cette question, l'histoire, c'est une science, ça fait partie des stéréotypes. Voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'une des solutions serait là, c'est-à-dire de considérer que les sciences humaines et sociales sont des sciences. Oui, mais il faut. Et ce qui n'est pas le cas actuellement dans la plupart de... Quand on demande aux gens qu'est-ce qui est une science, qu'est-ce qui n'est pas une science, et bien un sondage récemment, les sondages sont à prendre avec des pincettes, mais il y avait plus de gens qui considéraient que l'homéopathie et l'astrologie sont de la science que la sociologie. C'est un grave... Alors la sociologie a plein de problèmes à régler, mais que les gens croient que l'astrologie vaut mieux, est plus une science que la sociologie, il y a une faillite quelque part. Alors moi j'ai une autre question. Ce serait intéressant de savoir quels sont les sujets qui suscitent le plus de vues, de vidéos, les sujets les plus... Alors, historiquement, la zététique, avec Henri Brock, a choisi de s'intéresser au paranormal sous l'angle critique en disant voilà, les ovnis
ou l'astrologie, pour revenir là-dessus, la plupart des gens n'y croient pas, donc on peut prendre ça comme sujet un peu froid, pour dire aux gens, voilà pourquoi on sait que c'est faux. Sauf que l'astrologie revient. Oui. C'est plus un sujet si froid que ça. Et donc, voilà, tout ce qui est lié au paranormal, aux pseudosciences, c'est les sujets historiques de la zététique. Donc, quand on fait un sujet sur les ovnis, il y a des vues. Quand je fais un sujet sur c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, les études de genre, et pourquoi c'est pas si simple que ça. Je dis pas qu'il y a 1000 genres, hein, mais c'est pas si simple que ça. Alors, ça fait moins de vues, et ça fait des gens qui se désabonnent, et ça fait des messages de haine. Et les sujets, ce qui énerve. Et donc, du coup, j'ai fait un format récemment qui s'appelle Ne nous fâchons pas, où je reviens sur tous les sujets les plus polémiques, en mode, je tente de désamorcer. Et bon, donc j'ai fait Elon Musk. Pourquoi Elon Musk est un héros du peuple? Il y a des raisons qui font ça. J'ai fait la cancel culture. Le dernier, c'était le complotisme. Le concept du complotisme qui énerve tout le monde. C'est un concept scientifique. Il y a une définition, il y a des contours. Alors, on l'utilise pour insulter, mais comme le mot raciste. Le racisme, ça existe. Pas parce que des gens traitent de racistes un peu vite parfois des gens que d'un seul coup on peut plus en parler. Donc le complotisme est un vrai phénomène étudié par les sciences en psychologie, en sociologie, en histoire, etc. On en a besoin du mot en fait. Donc il faudra qu'on arrête de l'utiliser comme une insulte et il faudra qu'on arrête de le recevoir comme une insulte. Voilà. Et je vais faire prochainement, je sais plus. C'est des sujets qui doivent susciter beaucoup de commentaires derrière. Voilà. Donc, et c'est bien, que les gens viennent en étant en désaccord, moi je suis content. S'ils se retiennent d'insulter tout le monde, c'est mieux. Oui, c'est mieux quand c'est constructif quand même. Mais voilà, il y a quand même un petit côté guerre de tranchées. La dit comme l'idée c'est de s'interroger sur pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent et pourquoi des gens normaux croient des trucs complètement fous, sans être fous. Bah, les gens qui adhèrent aux énoncés qu'on critique, ils le prennent très mal. Parce que la plupart, enfin tout le monde, hein, quand je crois à un truc et qu'on critique ma croyance, je prends ça comme une attaque personnelle. Il faudrait qu'on apprenne à décoller la pulpe du fond. Je suis moi, et mes croyances, c'est pas moi. Et cette distance-là, elle est minimale. Il faudrait qu'on apprenne à étendre cette distance pour pas que mon identité soit ma croyance. Parce que sinon, ma croyance, elle ne peut plus changer. Et le fait que votre chaîne soit un terrain comme ça de polarisation, c'est plutôt quelque chose qui va à l'encontre de la finalité de la chaîne, non? C'est pas... Alors, oui et non. C'est un lieu. Moi, je pense qu'on peut être dans une zone de conflit sans être polarisé. Parce que c'est quoi un conflit? C'est on n'est pas d'accord. Une des résolutions, c'est je tue l'autre, je l'écrase, je l'efface, ou alors je le convainc. Ou je change d'avis. Ouais. Donc, être dans une zone de conflit où on n'est pas d'accord, ça me va. Mais si c'est pour être polarisé, c'est l'inverse de ce qu'on fait. Le plus grand danger, tel que là où je suis, que je vois pour la société, c'est la polarisation. C'est que les gens ne s'écoutent plus. On identifie l'autre comme appartenant à un camp différent. Donc ce qu'il dit, c'est de la merde. Ce qu'il pense, ça ne vaut rien. Et c'est un ennemi et je dois le combattre. Et je vois des gens qui défendent Trump par pure haine du camp d'en face. Je ne pense pas qu'ils aient de l'estime pour Trump. Mais comme Trump emmerde ces gens-là, ils sont pour. Et ce phénomène-là, d'adhésion à un discours qu'on ne défend que parce qu'il attaque quelqu'un d'autre, en mode billard à double bande, c'est des gens qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ils pensent être intelligents en faisant à double bande, sauf que si le camp qu'ils défendent, in fine, détruit leur propre intérêt, on aura tous perdu. Donc l'idée, c'est d'être dépolarisé et de se dire si telle idée est fausse, il suffit de dire pourquoi elle est fausse, comment on sait qu'elle est fausse et quelles sont les sources du domaine des connaissances, des sciences, qui montrent qu'elle est fausse. Dans quel cas, tout le monde peut être d'accord ou pas. Est-ce que la Terre est plate ou ronde? On est tous d'accord pour dire qu'elle est quand même plus ronde que plate. On a quand même plein d'éléments. Et il y a des platistes qui vont, pour des raisons qui leur appartiennent, être contre. Ils sont 1%, 2%. Un sondage dit 9%, ne le croyez pas. Mais il y a peut-être 8% de gens qui vont dire, moi j'y crois pour emmerder le monde. Ouais. Ceux-là, il faut... ils ne sont pas si bêtes que ça, ils ne sont pas fous, mais leur discours, il a une raison qui n'est pas le fait qu'ils croient à ce qu'ils disent, mais qu'ils veulent emmerder. Pourquoi est-ce qu'ils veulent emmerder? Parce que le monde est injuste avec eux, et c'est sans doute vrai. Parce qu'il y a des problèmes qu'eux voient, et qu'ils ont l'impression que personne ne traite, et c'est sans doute vrai. Donc peut-être qu'il faut leur demander, mais bon, c'est quoi ton problème? Au lieu de chercher forcément à le traiter comme quelqu'un de bête qui croit à des idioties, se demander, mais pourquoi est-ce qu'il défend ça? Et c'est très compliqué, et je ne dis pas que j'y arrive, mais mon projet là, c'est d'essayer d'inciter les gens à ne pas aller se battre, mais à se demander mais pourquoi l'autre
Oui, qu'ils aient la sensation que leur point de vue est pris en compte et Voilà. qu'il existe en tant que tel. Voilà. Mais dans ce genre de situation, justement, c'est là que revient l'art de la zététique. C'est cette gymnastique Oui. qui n'est pas du tout... Parce que la question, c'est si les gens qui regardent votre chaîne sont les gens qui ont un certain niveau d'études, ils sont déjà convaincus que qu'il y a un travail à faire, qu'il faut s'arrêter, se poser des questions. Oui. Et le problème, c'est que c'est ces gens-là, ces gens qui n'ont pas accès à ces questionnements-là et qui ne vont pas s'arrêter pour se poser des questions. Mais là, il y a un effet pervers, c'est que il y a beaucoup de gens qui regardent la zététique ou qui achètent mes bouquins en disant c'est dommage, ceux qui en ont le plus besoin ne vont pas les lire. C'est-à-dire, ah, moi ça va, mais les autres c'est pire. C'est pas un bon réflexe. On en a tous besoin. Et évidemment, ça ne sert à rien de prendre une vidéo à la tronche en biais et de l'envoyer à sa grand-mère qui croit à l'homéopathie. C'est une agression, faites pas ça. En revanche, utilisez les choses. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Je prends des littératures et je traduis ça pour que les gens en aient connaissance. Utiliser les outils conceptuels de la zététique pour soi-même, vérifier comment on pense et comment on parle et comment on argumente pour après être utile auprès de ses proches, oui. Et c'est vrai qu'autour de soi, on a des gens dont on a l'impression qu'ils ont plus besoin de zététique que nous. Mais eux aussi pensent pareil. Parce que la croyance folle, elle est dans la tête de l'autre toujours. La croyance folle qu'on a dans la tête à nous, elle nous paraît pas folle. Donc la première étape de la pensée critique, c'est penser contre soi-même en fait. Et c'est le plus dur, et c'est ce qu'on fait le moins. Et c'est ce qui est le plus dur à montrer. C'est-à-dire que moi, quand je le fais, comment je le montre? Quand je prends une idée bizarre et que je la débunk, tout le monde voit, c'est Mandax, il arrive, il prend une idée, là, il la débunk, c'est le bon et le mauvais zététicien. Il voit une idée, il la débunk, mais c'est mon zététicien. Bon. Et quand c'est un truc que moi je crois et je change d'avis, comment je le montre? C'est compliqué. Donc un truc sur lequel j'ai changé d'avis, c'est par exemple, est-ce que les gens qui jouent au loto sont irrationnels? Bah, j'ai toujours pensé que oui, parce qu'il y a une blague qui dit l'auto, c'est un impôt sur les gens nuls en maths. Parce que quand je joue au loto, je perds plus d'argent que je gagne. Sauf que jouer au loto, pour la personne qui joue au loto, ça a une valeur au-delà du gain. Le fait d'être dans un jeu, d'avoir un investissement, de se projeter dans peut-être dans 15 jours, je vais pouvoir aller voilà, et rêver. Et bah, peut-être que ça vaut les 2 € qui sont sur la table, peut-être. Et il n'y a que la personne qui le vit qui peut le dire. Donc moi, si en dehors je joue, je dis, elle est stupide de dépenser cet argent parce qu'elle ne va pas gagner, j'infère que la seule valeur du loto, c'est le gain espéré. Et non, il y a autre chose en jeu, il y a tout un vécu de la personne qui joue et que moi je ne prenais pas en compte avant. Ça, j'ai évolué. Là, je vous en parle, mais comment je manifeste ça aux gens, le fait que moi-même, mes jugements passés, je prends du recul avec. C'est compliqué à montrer. Donc on passe par le mec qui donne des leçons à tout le monde et qui n'est jamais dans une critique de soi, alors que c'est ce qu'on voudrait que les gens fassent. D'abord, être en critique de nos postures à nous, pour vérifier qu'on n'est pas sur rien. Voilà. Donc c'est très compliqué de rappeler que la première mission du penseur critique, c'est de penser contre son cerveau. Mais ça s'enseigne. Ah oui, c'est oui. Ça s'enseigne, donc on doit pouvoir le faire. Si les générations suivantes sont mieux formées à ces questions-là, on peut espérer. On peut espérer. Et ça va pas. Voilà, pour l'instant, on va plus dans une accélération et dans l'instantané. On veut des réponses instantanées. La malédiction des jeunes d'aujourd'hui, bonjour les jeunes, ils me semble vieux, c'est ça. C'est que moi, je suis comme vous, mais je n'ai pas grandi avec. Donc, je suis habitué à devoir attendre avant d'avoir une réponse. C'est pas inscrit dans mon cerveau que j'ai une question, je pose une question à une IA ou à Google et j'ai la réponse immédiate. Et vous, peut-être que oui, vous les jeunes. Et ça, c'est un problème parce que le jour où la réponse, elle mériterait que vous investissiez 2 jours de travail dessus pour être sûr, ça vous paraîtra insurmontable. C'est le risque en tout cas, que ça paraît insurmontable. Alors que les anciens, ils savent. Alors, les anciens ont un problème à eux, hein. Ils ont plein de croyances à la con, mais ce lien entre effort et valeur de l'information, on l'avait un petit peu avant, et c'est en train de se perdre. Alors, peut-être que je parle comme un vieux con. Mais si j'ai pas tort, vérifiez au cas où. Parce que si j'ai raison, c'est dommage. On va reparler de l'événement de demain.
D'aujourd'hui, tout à l'heure, à 15 D'aujourd'hui, heures. pardon. Oui, voilà. Direct Donc, de chez vous. donc ce live, pour expliquer un petit peu, le live était prévu hier soir. Thomas a eu un souci de train. Non, la SNCF a eu un souci de train. C'est moi Voilà, qui la j'étais là. SNCF a eu un souci de train, c'est plus exact comme information. Et du coup, on a reporté ce live à aujourd'hui. Et donc, tout à l'heure, se tiendra à la bibliothèque donc, une conférence. Vous ferez une conférence plutôt sur les biais cognitifs. Voilà, les biais cognitifs qui aggravent les conflits. Donc, j'ai déjà parlé un peu de ça, je vais en reparler, Oui. notamment du l'auto, est-ce que c'était rationnel ou pas, ça génère du conflit derrière sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Et ensuite, il y aura une table ronde. Voilà, Donc- avec les chercheurs que je connais pas, donc je sais pas leur nom. Patricia Giannoni, qui est maître Voilà. de conférence en biologie. En pharmacologie, je crois. Ça. Ouais, elle est écotoxicologue et pharmacienne. Voilà. Et Thibaut Perrin, qui est maître de conférence en sciences de gestion et qui est spécialiste du management. Et Donc, autant en pharmaco, il y a plein d'idées fausses, autant en management aussi, en fait. Et donc, voilà, je vais les interroger. Parce que l'idée, c'était pas de venir et d'apporter ma science à moi. C'était discuter avec des gens du coin qui sont chercheurs et qui ont au moins autant de trucs intéressants à dire que moi. Donc, on fera une discussion table ronde après le. c'est des enseignants-chercheurs et chercheuses qui se posent des questions sur les enseignements et sur le mode de transmission des connaissances. Donc, c'est intéressant aussi d'échanger sur la thématique de la zététique. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses, on va aller voir, ça a éveillé pas mal de curiosité, j'espère aussi. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous à la Tronche en Biais. Et à la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes, pour voir encore plein de vendredis de la recherche qui auront lieu le vendredi, peut-être. Mais si c'est le samedi, c'est bien aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais on changera le titre quand même, on n'appellera plus le vendredi de la recherche quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on se retrouve à notre vendredi, donc pour un vendredi de la recherche. Merci. Au revoir.